Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Business Challenge. Pour ce numéro de Business Challenge, je reçois deux invités. Il s'agit de M. Kaura. M. Kaura, qui est le directeur général de la société Safi SA. M. Kaura, bonsoir. Bonsoir, c'est lui. Deuxième invité, M. Tijani, qui est le directeur d'exploitation de Safi SA. M. Tijani, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc c'est notre deuxième rencontre, puisque pour ceux qui nous ont suivis il y a quelques semaines, nous avons fait une émission ensemble sur le fonds de garantie, et donc nous continuerons avec la même thématique pour davantage comprendre le métier du financement des entreprises via le fonds de garantie, mais aussi voir les perspectives de développement de ce type de financement au Niger. Bon, avant de rentrer dans le détail de l'émission, je vous propose d'abord de suivre avec nous notre nouvelle rubrique événements économiques, et nous avons sélectionné pour vous 3 événements phares qui ont marqué la quinzaine de ce mois de novembre, 3 événements économiques que nous vous proposons de suivre, et nous reviendrons tout de suite sur le plateau pour continuer les débats et éventuellement commenter ces événements. À tout de suite. Au sommaire des événements économiques de cette quinzaine, rencontre d'échange organisée par le ministère du Commerce sur le classement Doing Business 2015. La BOAD revoit sa stratégie d'octroi de prêts pour qu'elle soit plus accessible aux petites et moyennes entreprises. La société de microfinance Asusu SA annonce la création d'une agence dédiée au financement des petites et moyennes entreprises. Le Niger, toujours en queue de peloton, perd 3 points par rapport à 2014, malgré les réformes engagées par le pays. Au Niger, l'année dernière, nous avons fait toute une série de rencontres, et ces rencontres nous ont permis donc de nous accorder sur un ensemble d'engagements. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que le rapport de business 2015 a classé le Niger 168e avec un score de 47,63. Alors ce score, bien entendu, est en nette progression, mais il faut avouer que en termes de classement en position relative, le Niger a reculé de 3 points comparativement à l'année antérieure où on était donc placé 165e. Selon la Banque mondiale, le recul du Niger s'explique concrètement par la lenteur dans la prise des décisions, la non-implication de tous les acteurs concernés par les réformes, l'absence de suivi de la mise en œuvre des réformes, l'insuffisance de la communication sur les réformes engagées. En somme, pour la Banque mondiale, si les réformes engagées entre 2013 et 2014 n'ont pas permis au Niger de progresser dans le classement Doing Business 2015, c'est essentiellement parce que le pays a manqué de leadership fort pour mettre en œuvre ces réformes. Le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé a également reconnu cet état de fait. En effet, ce rapport qui a été publié par la Banque mondiale le 29 octobre passé classe le Niger, et cela a été dit, à la 168e place sur 189 économies. Mais ce classement doit nous interpeller tous, car il ne reflète pas la réalité de l'environnement des affaires dans notre pays. En effet, au cours de l'année 2014, plusieurs mesures et réformes ont été entreprises pour améliorer le climat des affaires au Niger. Cependant, ces mesures et réformes sont soit intervenues hors délai de collecte des informations par la Banque mondiale, qui est fixée au 31 mai de chaque année, soit qu'il n'y ait pas eu assez de communication concernant certaines de ces mesures, ou parfois une résistance de certaines administrations dans leur mise en œuvre effective. Par ailleurs, dans le rapport Doing Business 2015, 4 pays de l'espace UEMOA ont été cités parmi les 10 pays réformateurs du monde, alors que nous avons eu à prendre les mêmes mesures et souvent beaucoup plus que d'autres de ces pays-là. Mais comme ces pays ont mis de la célérité dans l'adoption et la mise en œuvre de ces mesures,
ils ont gagné entre 80 et 30 points sur un seul indicateur, création des entreprises, ce qui a positivement impacté leur classement général. Selon Alma Oumarou, pour que le Niger avance dans le prochain classement, il faut que les responsabilités de tous les membres du gouvernement de la contre-performance du Niger soient situées. Par ailleurs, je tiens à porter à votre connaissance que le Conseil national des investisseurs privés, CNIP, se réunira très bientôt sous la haute responsabilité du Premier ministre pour faire l'état de mise en œuvre du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires au Niger et situer la responsabilité de chaque membre du gouvernement dans la mise en œuvre du dit plan. La BOAD revoit sa stratégie d'octroi de prêts pour qu'elle soit plus accessible aux petites et moyennes entreprises. La BOAD est une banque de la communauté ouest-africaine dédiée au financement des États membres et de leur secteur privé. Par rapport à la nécessité d'appuyer le secteur privé, je vous avais dit aussi dans ma présentation que originellement nous étions créés pour appuyer le financement des États. Ce chemin faisant, ayant senti la nécessité et conscient en fait que c'est le secteur privé qui crée la richesse et qui crée les emplois, l'État n'a pas vocation à créer des emplois, mis à part les emplois régaliens. Donc, on a senti la nécessité d'aller vers le secteur privé. Donc, nous avions mis en place des produits pour accompagner les secteurs privés de nos pays. Maintenant, le Niger, moi, quand je suis venu, bien avant même que je ne vienne, quand j'ai été nommé comme représentant au Niger, j'ai épluché les documents pour voir en fait où est-ce qu'on en était au Niger, et je crois que j'étais un peu vraiment déçu de voir que sur notre portefeuille de projets privés, que le Niger vraiment était mal situé. Pourquoi le Niger est mal situé? Je crois que la faute n'est pas du côté de la banque, parce qu'il appartient aux promoteurs d'aller de chercher ses partenaires. Libre à vous d'aller soit auprès des banques locales ou bien d'approcher la BOAD. Selon le représentant de la BOAD, l'État du Niger et le secteur privé nigérien bénéficient très peu de financement, contrairement aux autres pays de la CEDEAO. Cette situation s'explique par le manque d'audace du secteur privé nigérien qui s'organise convenablement pour soumettre des projets bancables, a estimé également le patron de la BOAD au Niger. Donc nous faisons les efforts que nous pouvons pour aller vers le secteur privé. D'ailleurs, je crois que ce genre de rencontre, ce n'est pas la première expérience du genre. Et moi-même, j'ai rencontré la chambre de commerce, j'ai rencontré le patronat ici même, j'ai rencontré d'autres promoteurs qui sont venus vers moi, et je suis allé vers d'autres en fonction bien entendu de mon calendrier, mais à ma non-satisfaction, j'avoue que depuis quasiment un an, je peux dire que je n'ai pas eu plus de 10 projets qui sont bancables au Niger. Donc ça, ce n'est pas de notre faute si le secteur privé nigérien ne bénéficie pas des financements de la banque. Des promoteurs que sans doute j'ai vus dans la salle, que je me garderai de nommer, sont venus dans mon bureau, nous avions discuté, j'ai trouvé les projets intéressants et je pétillais d'impatience. Mais à ma grande surprise, c'est des promoteurs de projets qui demandent des financements à hauteur même de 6-7 milliards. Ce n'est pas une petite somme d'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais voilà une entreprise qui n'est pas structurée. Et la banque ne peut pas se hasarder quand même à mettre autant d'argent dans une entreprise qui n'a aucun système comptable, qui n'a aucun système financier, qui n'a aucune structuration. C'est pas possible, donc c'est aussi l'occasion pour nous de vous inviter à se structurer et à se formaliser. La société de microfinance Asusu SA annonce la création d'une agence dédiée au financement des petites et moyennes entreprises. Au niveau de Asusu, nous
envisageons d'ici la fin de l'année d'inaugurer notre siège de financement des PME, et je pense que ça cadre bien avec les orientations du ministère et même en tout cas l'objectif de cette rencontre. Je rappelle que déjà à ce jour nous sommes à plus de 5 milliards de financement des PME et on pense qu'à partir de l'année prochaine nous pouvons doubler nos concours. Donc si la banque peut être là à côté de nous, ce serait une très bonne chose. Je vous remercie. Notons qu'Asusu SA est l'une des rares entreprises nigériennes à pouvoir convaincre la BOAD et bénéficier de son financement. En effet, l'institution de microfinance a obtenu une ligne de refinancement de la BOAD pour appuyer le secteur agricole au Niger. Donc, je le disais, dans notre précédent numéro que nous avons fait il y a un peu plus d'un mois maintenant, nous avons parlé du fonds de garantie et nous avons aussi interviewé des entreprises qui ont été financées par Tanio, par le groupe Safi SA, dans le cadre du fonds de garantie que vous mobilisez pour pouvoir aider ces entreprises à accéder au financement. Alors, j'aimerais quand même, en ouvrant cet échange-là avec vous, d'abord demander quelle réaction vous avez sur l'événement que nous venons de voir. Monsieur Kaura, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, les trois événements? Bon, on peut dire qu'il y a encore des difficultés sur le financement du secteur privé au Niger. Et ces difficultés sont dues essentiellement à peut-être un peu au manque d'information, mais surtout je crois qu'au manque d'esprit d'entrepreneuriat de nos partenaires ou de nos compatriotes. Oui, à peu près c'est ce que dit aussi le directeur de la BOAD, qui disait que bon, il n'y a pas beaucoup de projets bancables qui se mobilisent, en tout cas pour leurs banques qui viennent. Monsieur Tijani, qu'est-ce que cela vous inspire vous aussi? Oui, bien sûr, je confirme les dires du représentant de la BOAD. Nous sommes effectivement dans cette activité, disons, de préparation de plan d'affaires pour les hommes d'affaires nigériens qui ont des crédits d'investissement. Et il se trouve qu'effectivement, on est toujours confronté à ces difficultés. Des gens qui viennent, qui n'ont pas vraiment des dossiers capables... Absolument, des gens qui viennent avec tout simplement souvent une idée et qui aimeraient avoir des financements pour des montants importants. Bon, c'est sûr qu'il y a du travail parce que on sait que la majorité quand même de nos entrepreneurs jusqu'ici, il y en a beaucoup quand même qui n'ont pas, disons, été à l'école ou qui n'ont pas fait beaucoup d'études et pour qui vraiment c'est le commerce traditionnel. Bon, ils sont un peu en train de changer maintenant puisqu'il y a l'évolution du monde qui est en train de se faire voir tous les jours. Mais ils sont restés dans la même logique, c'est-à-dire tout simplement de venir demander verbalement un financement, que ça soit un financement. Ils ne savent pas forcément que ça demande tout un travail de structuration de l'entreprise d'abord, mais je reviens au niveau de M. Kaura aussi parce que je crie comprendre quand même que dans le cheminement de Safi SA, vous avez quand même dû beaucoup faire face à ce genre de situation où soit les entrepreneurs qui viennent vous voir n'ont pas vraiment le niveau qu'il faut en matière de management, en matière de structuration, et vous les aidez à se structurer. Et bon, je pense aussi qu'il y a eu des cas d'entreprises qui n'ont pas pu avoir l'accompagnement des banques, que vous avez accompagné, qui sont développés et qui aujourd'hui intéressent aussi les banques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus par rapport à cela? En fait, c'est le premier rôle et qui est aussi essentiel et que le groupe Tanio est en train de fournir au secteur privé nigérien, c'est le service. Parce qu'une entreprise, très souvent les petites entreprises, elles ont des difficultés pour accéder au guichet des banques en tant qu'interlocuteur. Et en plus, elles n'ont pas suffisamment développé les idées, elles ne les ont pas mis au clair pour pouvoir discuter clairement ou efficacement avec les banques. Donc notre premier rôle, c'est de les recevoir, de discuter avec eux et essayer de mettre en forme leurs idées. C'est ce qu'on appelle l'élaboration du plan d'affaires. Et bon, comme on disait tout à l'heure, on parlait de l'esprit d'entreprise. On a vu des gens qui sont venus ici nous demander si on a des projets à leur proposer.
Si vous avez des projets à de proposer. En tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur. Okay. Ouais. Ça, c'est assez paradoxal. L'idée fondamentale, c'est que l'idée du projet, qu'il vienne du promoteur. Oui, oui. Maintenant, il n'a pas les moyens, il n'a pas développé suffisamment l'idée. Maintenant, c'est les discussions que nous menons avec lui qui vont l'aider et nous aider à mettre en forme ces idées. Et puis arriver à... Alors dans ce cas, parce que j'aimerais quand même comprendre, quelqu'un qui demande si vous avez des projets à lui proposer, ça veut dire quoi? Qu'il a de l'argent mais qu'il n'a pas d'idée? Peut-être pas forcément qu'il a de l'argent, et ben, peut-être il n'a ni l'argent ni l'idée. Peut-être, oui. Peut-être. Okay. Bon, je vis quand même au niveau de la BOAD, par exemple, l'accessibilité au financement de la BOAD pour les PME est assez difficile parce qu'ils disent qu'ils commencent à financer à partir de 3 milliards. Mais vous, en tant que fonds de garantie, est-ce que vous pouvez travailler avec une institution comme la BOAD pour aussi vous servir de levier pour que les PME puissent accéder? Tout à fait. On a eu à travailler avec la BOAD sur plusieurs angles. Le premier angle, c'est que nous avons participé à des discussions. On a balayé un peu le terrain pour permettre à certaines banques d'accéder au guichet de la BOAD pour le refinancement. Et puis nous avons aussi fait des dossiers qui ont été admis directement au guichet de la BOAD pour le financement. Ok. Alors, bon, là c'est le commentaire sur la rubrique événements que nous venons de suivre, mais maintenant pour entrer dans le vif de notre sujet, je pense qu'un petit rappel de votre métier est quand même nécessaire. Le fonds de garantie, on a fait une première émission pour expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, et j'aimerais quand même avec M. Tijani, qui est directeur d'exploitation, qu'on revienne sur le fonds de garantie, parce que vous garantissez des prêts, mais ce qui paraît très clairement, c'est des prêts d'investissement. Et aussi, c'est des garanties en numéraire, ce ne sont pas des garanties en nature. Donc ça, ce serait bien de nous expliquer quand même clairement comment se fait la garantie. Okay. Bon, donc le système de garantie que nous avons, c'est ce qu'on appelle un système de garantie par cautionnement simple. Nous avons élaboré d'abord, si vous voulez, des partenariats avec les banques locales, notamment les trois banques d'antan qui étaient vraiment les banques principales au Niger, pour mettre en, disons, ce partenariat. Le cautionnement, c'est quoi? C'est-à-dire que un promoteur vient nous voir, il a un financement, on peut indiquer par exemple de 300 millions, et nous pouvons l'aider par un cautionnement, c'est-à-dire on garantit la banque à hauteur de 50% et la banque finance son projet à 300 millions. Ça veut dire que la partie du risque que nous avons garanti n'est pas supportée par la banque. C'est-à-dire même en cas de défaut. En cas de défaut, donc la banque fait appel à nous pour qu'on puisse en fait régler cette difficulté-là. Donc c'est ça, c'est ce principe-là qui permet aux banques justement de partager le risque avec nous et le promoteur également, parce que c'est quelque chose d'important pour lui, puisqu'il ne donne pas toute la garantie, je veux dire, puisqu'il a quelqu'un qui est avec lui, qui l'aide à avoir un financement. Mais beaucoup de gens, effectivement, peut-être ne comprennent pas comment nous fonctionnons. Mais au fur et à mesure, quand même, on a vu une très nette évolution parce qu'il y a eu un développement vraiment très fulgurant. Oui, parce que j'ai vu quand même plus de 350. On est à peu près à 400 projets. À 400 aujourd'hui. 400 projets qui sont financés et nous sommes au-delà de 35 milliards de financement quand même au niveau des PME. Si on prend en compte d'ailleurs, puisqu'il y a l'apport personnel des chefs d'entreprise, on peut considérer que nous sommes autour de à peu près, disons, 45 milliards. Alors, ce que je vois qui est important, parce que je me souviens que dans notre premier échange, il y avait M. Kaura qui parlait du fait que, paradoxalement, au Niger, toutes les banques ne sont pas encore vos partenaires. Bon, mais M. Tijani explique que vous aidez les banques à partager les risques, vous leur apportez de l'expertise parce que vous traitez d'abord un dossier avant qu'il n'aille à la banque. Finalement, qu'est-ce qui fait que, malgré cet avantage-là, qui, d'un point de vue en tout cas de l'activité bancaire, sécurise aussi les banques en fait, et les motive à donner des prêts? Pourquoi jusque-là il n'y a que 3 banques qui sont engagées avec vous, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que cela change? En tout cas, de notre côté, on peut dire qu'on a fait
bon, on ne va pas dire qu'on a fait de notre mieux, on continue en tout cas à le faire. Nous avons approché pratiquement toutes les banques de la place de Niamey pour leur proposer les projets de convention de garantie que nous avons avec les 3 banques qui ont été citées par Tijani. L'avantage, comme vous l'avez relevé, moins à 3 niveaux pour les banques. D'abord, à notre niveau, avant que le dossier arrive à la banque, il y a 3 niveaux de décision. Donc le dossier, il est vraiment, il a une certaine visibilité avant d'arriver à la banque. Une fois que le dossier arrive à la banque l'étudie à ses propres conditions. Donc elle prend tout son temps, elle le confie à son service crédit, et elle fait le nombre de comités qui est nécessaire pour arriver à une décision, à corriger ou revoir le dossier. Et de l'autre côté, il y a la garantie financière, c'est-à-dire le portail de risque que nous assumons avec la banque. Et de l'autre côté aussi, même au niveau de la banque centrale, c'est quand même très important parce qu'un crédit qui est garanti par une institution financière, il y a beaucoup d'avantages sur la pondération de certains ratios au niveau de la banque centrale. Et il y a même des banques, des dossiers que nous avons fait avec, que nous avons présentés à certaines banques, ils sont directement admis par la banque centrale pour les accords de classement. Et justement par rapport à la banque centrale, parce que j'ai pu lire quand même quelque part que lorsque un prêt est garanti, au niveau de la banque centrale, il n'y a pas de nécessité de constituer des provisions. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est-à-dire que la banque qui... Ça veut dire que si la banque accorde un prêt qui est garanti par une institution financière, donc en cas de défaillance, comme Tijani a donné l'exemple, nous garantissons à hauteur de 50% du financement qui est accordé par la banque. Donc si vous prenez par exemple concrètement un prêt de 100 millions, donc nous avons une garantie, accordé une garantie à la banque de 50 millions, la banque assume directement 50 millions. Donc à supposer que tout le dossier soit compromis, les 100 millions, donc la banque centrale lui demandera à la banque des provisions qu'à concurrence des 50 millions. C'est-à-dire que la banque assume directement. De l'autre côté, comme les 50 millions sont garantis financièrement, donc la banque centrale ne va pas exiger à ce que la banque fasse des provisions. Et justement, puisqu'on parle de défaillance, de non-paiement, dans votre portefeuille, et je sais que sur les 350, bon, la dernière fois, vous me disiez que il y a environ 7% de rejet, 7% de dossiers que vous étudiez qui ne sont pas acceptés, donc 93% de succès. Mais est-ce qu'il y a eu des cas de non-paiement ou des entreprises que vous avez accompagnées à un moment se retrouvent dans l'incapacité d'honorer leurs engagements? Oui, effectivement, il y a eu quelques cas, mais on peut considérer que vraiment c'est des cas mineurs, puisque quand vous voyez, nous avons quand même fourni pour à peu près 13 milliards de garanties en faveur des PME depuis notre existence, là, depuis le début de nos activités, mais nous n'avons été appelés qu'à moins de 30 millions. Globalement, ce qui est quand même considérable quand on regarde... C'est les 13 milliards, en fait, il n'y a que 30 millions... Vraiment, où on a été appelé, où vraiment on a été appelé en termes de perte définitive, ce qui n'est pas rien. Et je pense que là, c'est lié non seulement à la qualité des dossiers qui sont présentés et au suivi des entreprises que nous menons, et même au niveau des banques, quand les banques constatent qu'au niveau des financements qu'ils font, entre les financements qu'ils font directement et les financements qu'ils font sur la ligne Tagnon, il y a quand même une différence, parce que les taux de recouvrement chez eux sont un peu plus élevés que ce que nous faisons ici. C'est-à-dire que quand la banque elle-même procède à l'octroi de prêts, souvent elle a beaucoup plus de risques et beaucoup plus de difficultés souvent dans le paiement que lorsque ça passe par vous. Oui, parce qu'il y a un problème de suivi. Nous avons en fait, si vous voulez, un package qu'on propose aux banques. On a la préparation du plan d'affaires, on a l'octroi de garantie et on a le suivi et accompagnement de l'entreprise. Déjà, à partir de la préparation des plans d'affaires, ça veut dire qu'en élaguant, on n'envoie que des dossiers qui sont mieux sélectionnés à partir de chez nous aux banques. Donc on diminue les risques. Et comme c'est votre cœur de métier aussi, c'est-à-dire vous ne faites que ça. Tout à fait. Et ça aussi, je pense que c'est une particularité. Exactement. Parce que nos banques font beaucoup d'autres choses. Et après, nous avons le suivi, puisqu'on fait un suivi de proximité au niveau des chefs d'entreprise. Et nous passons au niveau des entreprises pour voir les difficultés qu'ils ont. Avant souvent d'ailleurs que les projets n'aient des difficultés, on a des moments où on a arrangé
des situations avec les promoteurs au niveau des banques. On peut se retrouver à 3, c'est-à-dire le promoteur, la banque et nous. Nous discutons d'une situation et on trouve une solution, ce qui permet à l'entrepreneur de ne pas tomber dans des risques vraiment... Et en plus, il a un allié en fait, parce que bon, il n'est pas seul face à son banquier, parce que souvent quand ça ne va pas pour un entrepreneur, bon, seul face au banquier, l'entrepreneur est un peu désarmé quand même. Absolument. Ça peut arriver, oui. Tout à fait. Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, parmi certains clients que nous avons, il y avait d'autres qui ne sont jamais partis face à face avec le banquier pour discuter. Aujourd'hui, on leur apprend à aller discuter avec le banquier, ce qui n'est pas rien. Donc il y a un développement, il y a une certaine culture qui est en train de... Alors justement, revenons quand même à l'histoire de ce fonds de garantie. Et j'ai cru comprendre que ça a commencé sous forme de projet. Et le projet est fini, il a été transformé, pérennisé aujourd'hui, et que aujourd'hui encore, en fait, c'est sur la base d'un ancien projet que ça continue. J'aimerais savoir, il y a eu une année où l'État aurait mobilisé 400 millions, je pense, qui ont été placés à la BRS à l'époque. Je dis dire ça quelque part pour garantir des prêts aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. Est-ce que, dans votre cas, vous avez eu ce genre de discussion, voir comment est-ce que les efforts que ferait l'État pour accompagner les entrepreneurs viennent aussi vers vous pour que ça rentre dans le cadre de votre garantie? En fait, en termes d'historique, effectivement, comme vous l'avez dit, les fonds qui ont été mis à notre disposition actuellement pour appuyer le secteur privé nigérien proviennent du reliquat du financement de la FLN, Agence pour le financement de la libre entreprise au Niger. Donc, ça a débuté sous forme de prêts directs aux entreprises. Donc, après quelques années, c'est en fait un prêt de l'Union européenne. Donc après quelques années d'activité, on a constaté que les prêts ne sont pas remboursés. Donc il a fallu arrêter l'expérience. Et quand l'expérience a été arrêtée, il restait encore au moins 3 milliards de francs CFA. Donc l'Union européenne s'était posé la question de savoir, faut-il retirer les fonds, faut-il laisser à l'État du Niger, qu'est-ce qu'il faut en faire pour appuyer le secteur privé nigérien. Donc finalement, la solution qui a été retenue, elle a consisté à vouloir toujours continuer à appuyer le secteur privé nigérien, mais non plus en faisant du crédit direct, mais en aidant les entreprises à accéder au crédit d'investissement auprès des banques, en apportant une garantie complémentaire, une garantie financière à hauteur de 50% du financement. 50% pourquoi? C'est pour en fait responsabiliser les banques. Parce que si vous faites, vous cautionnez des crédits à hauteur de 70-80%, dès qu'il y a un problème... Alors, la règle habituellement sur le marché de la garantie, est-ce qu'il y a une règle par rapport au pourcentage de la garantie? Bon, généralement, la règle la plus admise, c'est 50%. Mais vous avez des fonds de garantie qui vont jusqu'à 80%, il y en a même qui vont jusqu'à 100% du financement. Donc, je parlais donc des ressources. L'État du Niger et l'Union européenne, en fait, les chefs de la délégation de l'Union européenne, le ministre des Finances d'alors, c'était en avril 2003, on signe un protocole d'accord qui a consisté à mettre ces ressources-là à la disposition de l'association TANIO pour continuer à appuyer le secteur privé nigérien. Donc on avait décidé de créer une établissement financier à qui on va confier les fonds à titre de don pour continuer à appuyer le secteur privé nigérien. Mais en attendant la création de l'établissement financier, on dit on va tenter l'expérience sous forme d'un projet qui est le PASS-PME, projet d'appui au secteur privé du Niger, particulièrement les petites et moyennes entreprises. Donc ça a duré 1 an ou 2 ans, je crois. Par la suite, comme l'association TANIO ne peut pas faire des activités lucratives, et toujours en attendant la création de l'établissement financier, on a créé TANIO SA, à qui, à titre exceptionnel, on a donné la possibilité de faire des activités d'établissement financier. Donc c'est l'établissement TANIO SA qui faisait l'élaboration des plans d'affaires, c'est elle qui donnait la garantie financière, et puis c'est elle qui faisait le suivi. Donc SAFI a été créée en 2004, elle a été agréée en tant qu'établissement financier en juin 2005, et au 31 décembre 2005, donc on a décidé de récupérer le portefeuille de TANIO SA pour faire maintenant des activités bancaires, puisque nous sommes régis par la loi bancaire au même titre que les banques. Donc vous avez absorbé. Alors maintenant, justement, l'association TANIO, je vois quand même, ça fait partie des actionnaires aujourd'hui de SAFI SA. L'association TANIO est constituée de qui et de qui? Qui sont les membres de cette association?
Je vais laisser le soin au directeur de l'association. C'est le directeur de l'association en même temps. Oui, les membres de l'association Tagno, nous avons l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger. Nous avons donc la BIA Niger, nous avons la Sony Bank et nous avons la BOA. La BOA. Donc ça c'est du côté bancaire parce qu'on a deux collèges. C'est ça qu'on appelle le deuxième collège. Le premier collège, il est constitué de la chambre de commerce, du REAO, du REFSEN, c'est-à-dire le REAO. Alors ça ce sont des organisations professionnelles du secteur privé. C'est des organisations professionnelles, voilà. Le réseau des entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest. Le réseau des femmes chefs d'entreprise du Niger. Nous avons l'association nationale. Ça c'est avec Madame Isaka, non? Ou bien c'est pas le réseau des femmes chefs d'entreprise? Bon, c'était Madame Feu Amina Wangari surtout qui avait beaucoup développé ça à son âme. Et ensuite, donc nous avons l'association nationale des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Nous avons le SPEN, donc le syndicat des patrons. Entreprises de Sri Niger. Donc ça fait quand même un beau monde. Nous avons un beau monde. Ça fait un beau monde. Mais finalement, vous représentez quoi? L'association représente quoi dans le capital? Dans à peu près 33%. 33%. Une majorité bloquante quand même, non? C'est-à-dire que 33% déjà, vous pouvez peser dans les décisions. Bon, il faut quand même dire que c'est son rôle. C'est elle qui a pour objet de développer le secteur privé quand même au Niger et d'aider à la création justement des entreprises, des PME ou à leur développement. Et donc, aujourd'hui, parce qu'on parlait de l'historique, aujourd'hui vous continuez encore à fonctionner à partir de ce fonds-là qui a été transféré. Est-ce qu'il est vraiment aujourd'hui complètement rentabilisé? Parce que vous partez de 3 milliards, bon, vous avez donné quand même 13 milliards de garanties. Ça se voit quand même qu'il y a eu un certain développement. Ça, j'aimerais en savoir plus comment ça s'est passé. Bon, en fait, il y avait le capital initial de Safi SA en tant qu'établissement financier. À ce moment-là, le capital minimum était de 300 millions qui a été constitué par l'association Tagno et la Soparfi. Donc, par la suite, maintenant, quand l'établissement a été agréé, donc on a reçu les ressources là dont je vous parlais, de 3 milliards à titre de don pour continuer à appuyer le secteur privé. Donc on avait des fonds propres de départ à peu près de 3 milliards 300 millions. Et donc par la suite, comme c'est une activité qui n'était pas très développée, on l'avait évoqué tout à l'heure, on n'a pas la participation de toutes les banques, on avait un niveau d'activité qui était relativement bas, ce qui a entraîné, compte tenu des charges d'exploitation, des pertes pendant certaines années. Mais heureusement, depuis bientôt 3 ans, on fait des bénéfices. Et les pertes antérieures, plus les pertes définitives là, qui ont été encaissées suite à l'appel de garantie, ont été complètement épongées. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons reconstitué les fonds propres. C'est-à-dire que comme au départ, c'est dans les 15 millions de francs CFA qui ont été rajoutés suite à la fusion-association de Tagno et Safi. Alors, j'aimerais quand même revenir sur un autre aspect que nous avons abordé dans notre première émission, mais qui est aussi important de réexpliquer. Nous avons vu l'avantage du fonds de garantie pour la banque. Nous venons d'en parler. Maintenant, pour les porteurs de projets et les entreprises, le premier avantage, bon, on voit quand même directement, ça va aider à accéder au financement. Peut-être à un taux réduit, vous allez nous rappeler le taux, mais en dehors de ça, quel autre avantage une entreprise peut avoir lorsqu'elle accède au financement via fonds de garantie? Bon, les avantages, comme on a eu à vous expliquer, il y a quand même le partage du risque. Déjà, le fait qu'une entreprise vienne et que son dossier soit accepté, c'est beaucoup de choses. Déjà, ça veut dire qu'on est prêt à partager le risque avec elle, ce qui n'est pas rien. Si on partage le risque à hauteur de 50%, ça veut dire qu'en cas de difficulté, bien sûr qu'on ne souhaite pas, mais en cas de difficulté, ça veut dire quand même que le risque est partagé à 50%. Mais vous pouvez toujours aussi, en fait, vous garantissez, mais après vous retournez vers l'entreprise aussi, non, pour qu'elle a... C'est pour ça qu'on dit en cas de difficulté, ça veut dire qu'il n'y a plus de recours. En ce moment-là, nous perdons quand même 50%. Vous acceptez de perdre 50%? Oui, c'est le risque du métier. Alors aujourd'hui, les entreprises, parce que bon, il y a quand même
dans notre économie, il y a une forte attente en matière de financement. Quels sont les secteurs clés sur lesquels vous avez financé jusque-là et quels sont les autres secteurs sur lesquels vous pensez que vous allez vous développer en matière de garantie? D'accord. Bon, les secteurs clés que nous avons financés, nous avons le secteur du transport, où on a financé pour plus de 8 milliards de francs CFA. Nous avons le secteur de BTP, où là également nous sommes à peu près à 4-5 milliards. Nous avons le secteur des mines, c'est-à-dire des sociétés qui sous-traitent avec les sociétés minières, Areva, Somaïr et Cominac, qui aussi, c'est un secteur à peu près un peu spécifique, où nous avons quand même fait des financements aussi très importants, qui peuvent aller autour de 5-6 milliards. Et également, nous avons le secteur de l'éducation, où on a financé beaucoup d'écoles, le secteur de la santé, également avec des cliniques privées, des pharmacies, et des écoles de santé. Donc tout ça, ce sont des secteurs sur lesquels nous avons fait pas mal de financement. Et en plus, il y a le secteur des services, bien sûr. C'est-à-dire les gens qui proposent des services, des prestations et j'ai cru comprendre aussi que vous n'êtes pas forcément dans des gros montants. Vous pouvez accompagner une entreprise même qui cherche à quelques millions, quoi, contrairement par exemple à ce qu'on a vu dans le cadre de la BOAD où il faut 3 milliards pour que la banque se positionne. Vous, est-ce que le seuil qui a été utilisé jusqu'à aujourd'hui, c'est à partir de combien de millions? Vraiment, le plus petit dossier que nous avons financé, c'est un dossier de 6,5 millions. Et le plus important, c'est un dossier de 3 milliards de francs. 3 milliards 300. 3 milliards 300. Donc nous sommes à peu près dans cette fourchette. Donc vous voyez... c'est important à savoir parce que ça montre quand même que beaucoup de projets peuvent avoir par ce canal-là accès au financement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans une situation d'avoir 100 millions de besoins ou 200 pour venir. Absolument. Voilà, donc, mais quand même la moyenne aujourd'hui de nos interventions, on peut situer les dossiers autour de 150-200 millions. En moyenne, globalement. Au départ, la garantie même du groupe TANIO était limitée à 25 millions, 50% 25 millions. C'est-à-dire que les financements étaient autour de 50 millions. On a évolué jusqu'à, maintenant, en termes de prise de risque, SAFI prend pour son propre compte jusqu'à 100 millions de garanties financières. Bon, comme on a parlé de dossiers importants et on a parlé de partage de risques, donc depuis 2005, depuis la création de SAFI, on a passé un accord avec un fonds de garantie régional qui nous permet d'élargir notre champ d'intervention. Donc on peut, pour le dossier qu'il a cité de 3 milliards 300, donc on peut donner à la banque une garantie financière de 50%, ça veut dire à peu près 1,6 milliard. Et parce qu'on se fait contre-garantir par ce fonds. Ok, par un autre fonds qui... Comme une sorte d'assurance. Oui. Comme l'assurance et la réassurance. Alors, il y a quand même aussi un autre point qui est important, SAFI SA, qui est fonds de garantie. Dans nos échanges, lors de la préparation de l'émission, vous me disiez aussi, oui, nous pensons aussi nous développer vers d'autres créneaux, développer d'autres produits. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire davantage quels sont les produits que vous comptez développer et aussi qu'est-ce qui explique ce choix-là? Bon, en fait, c'est une question de survie. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau d'activité que nous avons enregistré jusqu'à 2010, à long terme, ne peut pas nous permettre de pérenniser les fonds. Donc, il a fallu chercher des nouvelles perspectives. Et récemment, même, on a eu le passage de la commission bancaire qui a fait les mêmes observations. Donc, on est obligé d'aller vers le développement de produits. Donc, on est en train de voir, d'ici la fin de l'année, on va présenter au prochain conseil d'administration des nouveaux produits qui vont permettre à SAFI non seulement de développer cette activité, mais aussi d'engranger beaucoup plus de produits. Donc, en tout cas, il y a des produits qui n'existent pas encore au Niger, tels que par exemple le crédit bail, la facturage, ou même les sociétés de recouvrement n'existent pas encore au Niger. Donc on est en train de voir dans quelle mesure on pourra intégrer ces activités dans ce que nous faisons déjà. Et puis de l'autre côté aussi, compte tenu de la mentalité des gens, on est en train de voir aussi dans quelle mesure on va ouvrir des fenêtres en matière de finances islamiques.
notamment en matière de fonds de garantie, ou en matière de crédit bail aussi, par la technique du JAR. Alors, la facturage, je pense que c'est des métiers quand même qui sont beaucoup développés dans d'autres économies que nous n'avons pas aujourd'hui. Peut-être c'est bien d'expliquer. Alors, la facturage, concrètement, aujourd'hui, au Niger, quand vous allez le faire, ça veut dire quoi? En fait, c'est une gestion des créances. Il y a des entreprises qui font des prestations de services, elles ont des créances. Ces créances-là, il faut un certain temps pour les recouvrer. Et même si elles sont recouvrées normalement, d'autres posent des problèmes de recouvrement. Donc en fait, c'est un service qu'on propose aux entreprises pour leur faciliter. Donc vous gérez les créances. Vous pouvez même leur avancer des fonds. On peut même leur avancer des fonds, on peut même garantir le remboursement de leurs créances. Et c'est ce qui fait que ça se rapproche de notre activité, parce que là, on peut cautionner. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient, qui montre qu'elle a des créances et qu'elle a besoin immédiatement d'argent. Oui, on peut, si on fait la facturage, on peut étudier et lui avancer de 50, suivant les conditions, jusqu'à 100% de la créance. Mais ça suppose aussi, parce qu'au Niger, je ne me souviens pas si j'ai entendu un débat autour des délais de paiement. Est-ce qu'on a une réglementation autour des délais de paiement au Niger? Parce que là, pour faire de la facturage, quand même, ce serait bien quand les délais de paiement sont bien définis. Les délais, c'est très difficile de les définir parce que les plus gros clients des entreprises ici au Niger, c'est l'État. Vous ne pouvez pas maîtriser les délais de règlement avec l'État. Bon, il y a des prestations qui sont faites entre entreprises, mais la plupart des prestations, elles sont faites en faveur de l'État. Donc, en fait, dans tous les cas, quand on va mettre ce projet en place, on va certainement essayer d'élaborer les procédures, puis on va essayer de circonscrire, parce qu'il ne s'agit pas d'aller n'importe comment pour, en fin de compte, se casser les pieds. Non, on va essayer de... C'est une prestation de services qu'on va rendre aux entreprises, mais il faut aussi que ça soit profitable à nous. Oui. Alors le crédit bail, lui, il va servir pour l'entreprise à quoi? Est-ce que... Le crédit bail, en fait, pour un promoteur qui veut faire un investissement, surtout en matière de matériel, c'est la technique la plus facile. Parce que quand vous présentez chez nous, on va étudier le dossier, on va vous demander un apport personnel, on va vous demander des garanties. Alors que généralement en matière de crédit bail, toutes ces conditions sont allégées, notamment en matière d'apport personnel. Parce qu'on va vous mettre à votre disposition un matériel technique que vous allez utiliser pendant une certaine durée en payant des loyers. Et en fin de contrat, il y a une ouverture qui est faite. Si vous sentez le besoin, vous achetez le matériel à sa valeur résiduelle. Et là, ça veut dire que la personne, en fait, a investi sans payer quoi que ce soit, en fait. Elle a investi et elle va disposer, en fin de compte, du matériel pour n'avoir pratiquement rien. Parce que le loyer qu'elle va payer, c'est en fonction des prestations qu'elle aura faites. C'est dans les produits, ces prestations qu'elle va retirer le loyer qu'elle va verser et elle va tirer de l'autre côté aussi un profit. Alors justement, pour tous ces nouveaux produits, je pense que vous êtes en train de les conceptualiser ainsi de suite, mais ceux qui vont les mettre en œuvre, c'est vraiment la direction d'exploitation. Voilà, l'exploitation. Maintenant, M. Tijani, vous, déjà, comment vous voyez cette perspective-là? Non, je pense que c'est de très bonnes perspectives. Nous avons besoin de développer et nous avons besoin aussi de proposer, d'innover, si vous voulez, en quelque sorte quand même, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait certains produits qu'on ne retrouve pas au Niger. Bon, nous sommes dans cette logique, nous pensons pouvoir développer ces produits. Nous allons nous mettre à renforcer les capacités de notre personnel pour arriver à cette fin. Et je pense aussi, je ne sais pas comment vous pensez procéder, mais déjà vous avez quand même une clientèle actuelle qui pourrait aussi être une clientèle pour ces nouveaux produits. Par exemple, pour la facture, pour le crédit bail, je pense que si un de vos clients veut encore investir davantage, au lieu de demander un financement, il peut opter pour ça, non? Non, absolument. C'est un financement, en fait. Oui, je vais dire, au lieu d'aller à la banque, là, il peut opter, il a une deuxième option, en fait, non? Tout à fait. Il peut bien le faire, mais ce qui se passe, c'est que il faut qu'en voir, au niveau du Niger, on connaît à peu près la mentalité des gens. Les gens veulent qu'on dise que le bien matériel appartient. C'est un peu ça qui bloque. Il y a un problème culturel où les gens ne voudraient pas qu'on dise qu'ils sont en train d'utiliser du matériel qui ne leur appartient pas. Les gens préfèrent être propriétaires, quitte à payer. Donc ça veut dire que vous entrevoyez déjà une sorte de résistance
Il y a une sorte de résistance, mais il faut quand même expliquer. C'est un problème de sensibilisation, d'information qu'il faut donner aux gens pour qu'ils comprennent l'utilité de ce produit, l'utilité de ça pour leur permettre en fait d'avoir beaucoup plus de facilité qu'un crédit d'investissement normal. Bon, déjà dans le terme quand même crédit bail, ça veut dire que quand la personne dispose du matériel, il paye quand même une certaine location. Voilà, il paye le loyer, et puis il y a une durée de vie aussi de tout ça. Non, vous savez, c'est très simple. À supposer que moi je veux créer une entreprise de transport, j'ai besoin de 5 camions qui vont me coûter 100 millions. Si je dois les acheter ou bien aller auprès d'une banque pour sortir un crédit, ça veut dire je vais, vous les achète, je mets 100 millions pour les acheter, ou je vais à la banque, ils vont me prêter les 100 millions. Maintenant, avec le crédit bail, ça veut dire que ces 5 camions là vont être mis à ma disposition pour pratiquement n'avoir rien fait. Et maintenant, moi je vais les exploiter. En même temps que les exploite, je profite et puis je rembourse. Je paye le loyer qui a été convenu avec la société de crédit bail. Mais il y a un point aussi que j'ai oublié de souligner, c'est les cautions sur le marché. Parce que nous, on a été créé pour appuyer les petites entreprises nigériennes. Or, quand on constate, il y a une rupture d'égalité. Parce que les entreprises, les PME n'arrivent pas à accéder au marché parce qu'elles n'arrivent pas à avoir les cautions. Surtout les marchés publics. Oui, elles n'arrivent pas à avoir les cautions auprès des banques. Vous allez vous présenter auprès d'une banque pour avoir une caution de soumission. C'est la croix et la bannière. Donc, nous, on veut donner maintenant à toutes les entreprises la chance de soumissionner au marché. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on veut intégrer aussi dans nos activités, l'émission de caution de soumission. Alors là, ça va fonctionner comment? Parce que dans les marchés publics, souvent les cautions, quand vous perdez, quand vous n'êtes pas sélectionné, vous ne les récupérez pas. Mais c'est ça. C'est-à-dire que nous, on va... C'est là le gros avantage aussi de la caution de soumission. Parce que pour un marché, vous allez avoir 10, 15, 20, 50 entreprises qui vont soumissionner, mais il y a une seule qui va avoir le marché. Donc vous allez émettre 50 garanties de caution de soumission, mais il y aura une seule entreprise qui va être garantie. Oui. Donc, une seule entreprise va avoir le marché. Va avoir le marché. Oui, maintenant, vous positionnez comment? Parce que c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Vous allez, c'est-à-dire s'il y a 50 entreprises concurrentes qui veulent le marché, certaines d'entre elles vont venir vous demander... Elles vont aller vers chez nous, vers les banques pour demander la caution. Parce que pour avoir le marché, il faut déposer le dossier avec, bien sûr, la caution de soumission. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour obtenir cette caution auprès des banques, c'est un problème assez délicat pour les entreprises. Donc, c'est ça qu'en fait, vous voulez alléger. En fait, c'est pour donner la même chance à toutes les entreprises. Parce qu'il faut aller concourir. Si vous n'avez pas de caution de soumission, vous n'arrivez même pas à concourir. Alors qu'avec ça, vous pouvez avoir votre chance, peut-être avoir le marché. Si vous n'avez pas de marché, vous ne pouvez pas vous développer. Exactement. Donc, c'est pour une égalité de chance. Ça, c'est quelque chose, c'est une pratique qui se fait de cette manière-là dans d'autres pays. Parce que bon, pourquoi ne pas penser les choses autrement? Pourquoi ne pas supprimer la caution ou bien la rendre graduelle selon la taille ou le type de marché? Parce que là, on a l'impression que les cautions... comme ça, c'est en fonction du marché, en fonction de la valeur du marché qu'on fixe sa caution. Mais on ne peut pas... Comment on appelle ça? C'est pour garantir en fait que l'entreprise qui va avoir le marché, on suppose qu'elle est à mesure de l'exécuter. Parce qu'elle a pu mobiliser un certain nombre de moyens. C'est une garantie. C'est une garantie. Ça veut dire déjà qu'elle a une institution financière derrière elle. Pour le bailleur, celui qui va avoir les travaux, c'est une garantie pour lui que les travaux vont être exécutés. Non, pour l'entreprise qui gagne le marché, il n'y a aucun souci. Mais ceux qui n'en gagnent pas, qui ont perdu leur caution, ça, je pense que ça mérite un débat. Non, mais ça, c'est une chance pour au moins accéder. Il y a aujourd'hui des... Au moins, vous avez la chance d'accéder au marché. Enfin, de proposer, faire une proposition pour avoir le marché. Alors que... autrefois, vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne pouvez pas aller vers une institution financière pour avoir cette caution. Donc vous allez offrir dans le cadre de votre développement ce type de service aussi. Tout à fait. Alors là on a parlé du développement des produits et je pense que tout ça normalement vous le prévoyez à moyen terme, c'est ça? À court terme. À court terme. Oui. Parce que c'est des propositions qu'il faut faire au conseil d'administration. Maintenant quand le conseil d'administration va donner son accord de principe, maintenant il faut aller au fond pour dire voilà comment on compte le faire et voilà comment on va le faire. Alors justement, il y a aussi un autre point qui m'a paru un cas intéressant quand je lisais les documents sur SAFI SA. C'est quand même lié à votre histoire.
cet exemple-là était un modèle qui était construit dans différents pays au sein de l'espace ouest africain, mais la plupart de ces modèles-là se sont arrêtés à la phase projet et que vous avez pu continuer. Je pense que c'était Tijani ou vous qui me disiez, bon, ça a été quand même un modèle qui aujourd'hui est considéré comme étant un modèle à vulgariser. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Qu'est-ce qui est en train d'être fait dans la vulgarisation? En fait, le projet dont on parlait, c'était l'AFLM. À ce moment-là, je crois que l'Union européenne a dû financer dans tous les pays de l'UMOA des projets similaires. Bon, malheureusement, au Niger comme ailleurs, ça n'a pas marché. Mais l'exemple du Niger, c'est qu'en fait, on a pu, comment on appelle ça, récupérer les fonds, les mettre dans une autre institution et puis continuer à faire cette activité. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté net. C'est l'exemple que l'Union européenne donne. C'est le seul pays pratiquement où on a pu récupérer les fonds pour les utiliser à autre chose. Dans les autres pays, il y a eu le projet a disparu. Bon, les fonds, on ne sait pas, ils ont été récupérés par l'Union européenne, elle les a donnés aux États, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu de suite, comme ce qui s'est passé au Niger. Et dans ce cadre aussi, non seulement ça a été, comment on appelle ça, ça a été poursuivi sous forme d'activité financière et bancaire, mais aussi cette expérience a profité aussi à d'autres pays. Parce que si vous prenez le cas de l'UMOA, ce n'est pas dans tous les pays de l'UMOA que nous avons des fonds de garantie nationaux qui sont autorisés ou qui sont agréés par la Commission bancaire. Il y a ici au Niger, il y a au Burkina un autre fonds qui est venu bien après nous et pour lequel en termes de partenariat nous avons travaillé très étroitement parce qu'ils sont venus ici se former. On est parti les assister. Et ce qui a permis qu'ils ont pu échapper au deadline que la Commission bancaire avait donné à un moment donné. Si vous ne commencez pas les activités, on va retirer l'agrément. Ok, donc là vous avez pu les accompagner. On a pu les accompagner. Et cet exemple-là a intéressé effectivement beaucoup d'institutions importantes et internationales comme le CDE et l'Union, la Commission de l'Union aussi. l'UMOA. Parce que on a reçu plusieurs visites ici. Il y a eu plusieurs missions, des rapports ont été faits. Et l'année dernière, je crois que c'est en octobre ou novembre, il y a eu une réunion à Lomé qui a été convoquée par la commission de l'UMOA et puis le CDE et qui avait consisté à proposer de vulgariser en fait ce modèle de TANIO dans les autres pays de l'UMOA et peut-être même dans les autres pays des ACP. Ok. Donc finalement, votre modèle est devenu un cas d'école en fait pour la région. Ça c'est intéressant. Maintenant, je pense qu'on est quand même presque à la fin, vers la fin de notre émission. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, toujours par rapport à la garantie. Vous êtes quand même en train de travailler exclusivement sur les entreprises, sur le secteur privé. Aujourd'hui, quand on regarde la structure de l'économie nigérienne, il y a une classe moyenne qui se développe, qui se bancarise de plus en plus. Dans certains pays, même cette classe moyenne-là, souvent, pour accéder au crédit, passe par des fonds de garantie ou en cas des organismes de crédit, qui ne sont pas forcément des banques. Est-ce que dans votre cheminement, cela est possible? Par exemple, aujourd'hui, il y a des jeunes Nigériens qui travaillent, qui ont envie d'acheter une voiture ou bien d'investir dans le cadre de leur propre développement. Pour une banque, ça peut être assez risqué, mais lorsqu'il y a des formes de garantie, ça peut accélérer ça. Est-ce que c'est un segment qui pourrait vous intéresser? Tout à fait, puisque c'est la garantie des crédits court terme. Il y a d'autres fonds de garantie régionaux qui le font, notamment au Mali. Et on peut le faire au Niger. À un moment donné, on avait voulu discuter avec les sociétés qui vendent des véhicules neufs et pour faire des propositions aux entreprises pour leur permettre, comment on appelle ça, d'acquérir des véhicules neufs par notre intermédiaire. Souvent, ça peut se faire aussi que ces genres d'acquisition, on peut le faire, y compris pour les managers. Tout à fait, pour une société qui va investir dans du matériel roulant, c'est-à-dire qu'elle va prévoir dans son budget tel montant qu'elle sera obligée de dupliquer en cours d'année. Alors qu'avec notre intermédiation, elle peut acquérir ce matériel, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, par les crédits bail, soit par un crédit qui va être octroyé par une banque avec notre garantie. Alors, je pense qu'on est presque au terme. Monsieur Tijani, alors vous, finalement, en fait, puisque c'est votre équipe, la cheville ouvrière de toute cette initiative-là, j'imagine que l'année 2015, puisque nous sommes vers la fin de 2014,
serait pour vous une année de grand labeur. Alors, dans la première émission que nous avons faite, nous avons interrogé un certain nombre d'entreprises que vous avez accompagnées, qui apprécient l'accompagnement, mais qui disent, la plupart disent, mais bon, quand même, on a besoin qu'il y ait des échéances plus longues pour les crédits, qu'il y ait des montants plus élevés. Alors maintenant, en matière d'organisation de travail, comment ça va se faire? Bien. Bon, nous avons déjà fait pas mal de formations cette année en prévision, disons, du développement de ces activités. Et de l'autre côté, pour les entreprises, en fait, si vous voulez, nous faisons toujours, nous adaptons la durée vraiment au type de financement et pour que ça puisse favoriser l'entreprise. C'est pas toujours bon d'avoir des financements qui soient longs. C'est pas forcément bon pour l'entreprise. Nous essayons d'adapter ça de manière à ce que l'entreprise soit gagnante. Parce que si l'entreprise a de la trésorerie et qu'elle peut rembourser, c'est mieux qu'elle rembourse son crédit, parce que cet argent-là, elle n'aura pas à payer des intérêts là-dessus. Alors que le chef d'entreprise pense que c'est une bonne chose, pendant ce temps-là, il est en train de payer des intérêts. Oui, c'est des charges. Ce sont des charges financières. Donc notre travail, c'est d'essayer d'adapter ça pour qu'on puisse proposer un produit à un coût qui soit vraiment équitable pour le chef d'entreprise et pour la banque, pour qu'il n'ait pas justement tout simplement aller donner de l'argent comme ça gratuitement aux banques. Pourquoi le faire? Nous, notre travail, c'est d'adapter le type de financement et le paiement à ce genre de choses pour permettre aux entrepreneurs de gagner un peu plus d'argent sans pour autant peut-être qu'ils le sachent. Mais c'est pour ça qu'on adapte ça. C'est pas forcément parce que la personne demande 8 ans qu'il faut lui donner 8 ans. Nous voyons... Mais parce que aussi, il y a, bon, je posais la question de l'organisation du travail parce que finalement, le fond de ce que vous faites, c'est un travail d'expertise en fait financière. Bon, aujourd'hui, vous avez une équipe normalement avec les nouveaux produits qui vont être lancés. Je pense que il faut aussi de nouvelles personnes peut-être qui auront une nouvelle expertise. Nous avons déjà du recrutement. On a recruté qui sont en cours. 2 personnes. On va également s'adapter. On fait aussi de la formation, comme j'ai eu. Il faut renforcer déjà les capacités des gens. Nous allons, enfin nous avons même commencé, je vous ai dit en 2014, nous avons fait pas mal de formations. De renforcement de capacités à ce sujet. Ces niveaux d'activité-là qu'on vous a signifié tout à l'heure, le développement du crédit qu'on a eu à faire, en fait, n'aurait pas pu se faire sans les lignes de refinancement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui sont mises à la disposition des banques à long terme pour leur permettre de prêter à long terme. Parce que vous savez que les ressources des banques sont des ressources à court terme. Elles ne peuvent pas prêter sur 5-10 ans sur la base des dépôts qui sont... Alors les lignes de refinancement, justement, c'est ce type de financement que par exemple la BOAD propose aux banques. Faire, oui, effectivement, sur ce point aussi, on a joué un rôle assez important. Puisque la première mission qu'on a faite auprès de la BOAD, c'était avec un représentant des banques et moi-même, nous sommes allés à la BOAD pour balayer le terrain. Ce qui a permis à une banque d'avoir 2 lignes de refinancement de la BOAD. Une banque nationale. Une banque nationale. Auparavant, il y a la BEI qui a accompagné, comment on appelle ça, la mise en place du dispositif en octroyant des lignes de refinancement aux banques, aux 3 banques partenaires. Et donc, vous, votre rôle, quand il y a ces lignes de refinancement, c'est d'élaborer les dossiers. Et c'est d'élaborer les dossiers parce que ces dossiers-là sont imputés sur les lignes de financement. Par exemple, quand vous prenez le cas de la BEI, le même dossier qu'on fait ici à Safi, c'est ça qu'on présente à la banque pour demander des financements. Et c'est le même dossier qu'on envoie à la BEI pour obtenir l'affectation de la ligne de financement. Et c'est le même dossier quand c'est important qu'on envoie au Fonds Gari pour avoir l'accord de contre-garantie. Donc finalement, en fait, là, vous travaillez en fait sur une ligne qui permet aussi à la banque de booster son activité elle-même. Bien sûr. Et en dehors de la BEI, de la BOAD, il y a eu récemment la BAD aussi qui a octroyé une ligne de 13 millions d'euros à une banque de la place. Et la BAD a appuyé cette ligne-là par une assistance technique pour permettre de renforcer les capacités de la banque. Et nous avons été aussi désignés pour coordonner cette ligne d'assistance technique. Alors, pour terminer sur ce point-là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle tout de suite quand on me parle de ces lignes-là. Et souvent, chaque fois qu'on rencontre un chef d'entreprise au Niger, tout le monde parle des difficultés de financement.
des difficultés d'accès au financement, les banques sont frileuses, il n'y a pas de possibilité. Bon, quand il y a des lignes comme ça, est-ce que souvent les lignes restent non consommées? Non. On les consomme. Vous en parlez de la BI qui a donné 3 lignes. 3 lignes. On a tenu de négocier la 4e ligne pour début 2015. La BOD a donné 2 lignes à une même banque. Et c'est ça l'espace de 2 ans. La BAD vient de donner une ligne qui est pratiquement finie. Donc ça veut dire que si les gens se plaignent encore, c'est parce que les lignes ne sont pas suffisantes jusque-là en fait. Non seulement que peut-être les lignes ne sont pas suffisantes, mais aussi ça dépend. C'est-à-dire on peut se plaindre pour se plaindre. Parce que si vous n'avez pas un bon projet, vous n'êtes pas à mesure de satisfaire les conditions d'obtenir le financement. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange-là. J'espère que pour nos téléspectateurs, ça a été très utile qu'on puisse parler du financement des entreprises, du rôle des fonds de garantie et surtout de mécanismes qui existent et qui permettent aux entreprises d'accéder facilement au financement et aussi de pouvoir investir. Donc je pense que ça c'est important. Merci beaucoup M. Tijani, merci M. Kaura. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous une autre semaine, toujours sur les questions économiques. Bonsoir. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.